Janvier 2025, mer des Caraïbes. Dans la cale d'un bateau de pêche au large de la Martinique, la marine française saisit 9 tonnes de cocaïne réparties en 250 ballots. De l'autre côté de l'Atlantique, au port du Havre, en Normandie, ce sont 8 tonnes de cocaïne pure qui sont interceptées, dissimulées dans des conteneurs. Résultat des tests positifs cocaïne. 1000 milliards de dollars. C'est ce que génère chaque année le trafic de drogue, le plaçant à la 3e place du commerce mondial, juste derrière le pétrole et l'alimentation. Après avoir saturé le marché américain, les cartels ciblent désormais le continent européen, 2e marché le plus riche au monde en termes de pouvoir d'achat. En 2023, l'Europe est ainsi devenue le 1er marché mondial de cocaïne. Un véritable tsunami blanc. Un tsunami blanc. Tsunami blanc. Tsunami blanc. Tsunami blanc. Tsunami blanc. Tsunami blanc. Rien qu'en France, 53 tonnes ont été saisies en 2024, un record absolu, plus du double du chiffre de 2023. Mais alors, comment la coke traverse les frontières pour arriver jusqu'en Europe? Qui encaisse les milliards derrière ce trafic? Et surtout, peut-on encore l'arrêter? Ça génère tellement de puissance, tellement d'armement. Mais il y a tellement d'argent à faire. Où l'ensemble des criminels du monde entier se sont tournés là-dessus. La production mondiale de cocaïne a explosé ces 10 dernières années. Difficile d'avoir un chiffre exact sur un produit clandestin, mais on estime qu'elle a plus que triplé sur la période. Pour comprendre les raisons d'une telle explosion, mettons le cap sur l'Amérique du Sud. 95% de la cocaïne mondiale provient de ces 3 pays andins. La Bolivie, le Pérou et bien sûr la Colombie, qui concentre à elle seule 70% de la production. Avant 2016, la production colombienne de coca était en grande partie sous le contrôle d'un acteur majeur, les FARC. Ils sont un groupe révolutionnaire armé qui défend les paysans pauvres. Mais très vite, la réalité les pousse à chercher des financements. Le groupe trouve alors sa poule aux œufs d'or dans le trafic. Ils font payer les cultivateurs, protègent les laboratoires, sécurisent les routes. Pendant cette période, la production reste plutôt stable, tenue par cet acteur qui contrôlait jusqu'à 2/3 de la production. Mais en 2016, tout bascule. Les FARC signent un accord de paix avec le gouvernement colombien, déposent les armes et cessent leur activité illégale. Ce retrait crée aussitôt un vide de pouvoir dans la Colombie rurale, au cœur des zones de production de l'or blanc. Très vite, les territoires se fragmentent et tombent aux mains d'une multitude de groupes armés, locaux ou étrangers, dont les cartels mexicains comme le Sinaloa. Forcément, ces différentes organisations sont donc en concurrence directe. Elles adoptent alors des méthodes de production plus libérales, plus intensives et plus efficaces, dans le but de dominer le marché. C'est la guerre économique. On fabrique plus, on transporte plus, on vend plus. On observe une croissance fulgurante de la quantité produite. Et comme dans toute activité commerciale, l'augmentation de l'offre provoque logiquement la baisse des prix. Quand on voit les prix de vente de la coke, il y a encore 5 ans, allez on va dire, on va prendre des trucs un peu ronds, il y a 5 ans, on tutoyait les 30 000 € au prix de groupe pour le kilo de cocaïne. Là, on parlait déjà l'année dernière de 21 000, 22 000 €. Là, on parle de 18 000, 17 000 € avec du produit qui est beaucoup, enfin en taux de pureté beaucoup plus élevé. Voilà. Jérôme Pierrat est un journaliste d'investigation spécialisé dans le grand banditisme. Là où vous aviez de la coke à 20% de coke et le reste du produit de coupe, voilà. Aujourd'hui, vous avez de la coke qui arrive en Europe à 80%, 75%, enfin dans des 85%, dans des quasiment un taux de pureté intact, c'est-à-dire qui n'a quasiment pas été coupé sur tout le chemin. Donc voilà, produit beaucoup plus pur, produit massivement disponible, prix qui chute. Bon, bah voilà, vous allez attaquer des nouveaux marchés. Car oui, le marché américain, resté longtemps l'épicentre du commerce de la coke, commence à se saturer. En plus des contrôles renforcés à la frontière mexicaine et de la nomination des cartels comme organisation terroriste, le marché semble avoir atteint un plafond. Et lorsqu'un commerçant n'arrive pas à trouver de nouveaux clients, eh bien il se tourne vers un nouveau marché. L'Europe est donc naturellement visée et en quelques années, l'Atlantique est devenu une autoroute de la coke, redessinant la géographie du trafic mondial. Aujourd'hui, plus de la moitié de la production mondiale de cocaïne est destinée au marché européen. 1 kilo coûte 2 à 3 000 € à produire en Colombie pour un prix de revente qui peut atteindre les 100 000 € une fois détaillé et vendu en Europe. Mais alors, comment est-ce que les narcos acheminent le produit outre-Atlantique? Eh bien, la voie maritime est la plus utilisée. Logique, car c'est de loin la manière la plus simple de dissimuler une large quantité de produits illicites jusqu'à plusieurs tonnes. La globalisation des échanges commerciaux permet aux narcotrafiquants de glisser leurs produits dans le flot continu du commerce mondial sans aucune difficulté. 93 millions de conteneurs arrivent chaque année en Europe et leur passage se doit d'être fluidifié au maximum pour satisfaire les intérêts économiques. Impossible de fouiller chaque cale, chaque cargaison. Concrètement, seuls 2% de ces conteneurs sont ouverts pour être contrôlés.
La cocaïne est cachée au milieu des marchandises licites et en la matière, l'inventivité des trafiquants est sans limite. Elle n'est d'ailleurs pas uniquement dissimulée dans les cargaisons. Les cavités des navires offrent aussi des planques idéales, souvent très difficiles à contrôler. Mais d'où partent vraiment ces bateaux? Avant, ils arrivaient directement des pays producteurs, mais la multiplication des contrôles a donné naissance à un nouveau système pour brouiller les pistes, les pays rebonds. Ces territoires, moins surveillés, servent d'étape intermédiaire entre les pays producteurs et les marchés finaux en Europe. On distingue deux routes principales. La route du Nord par les Caraïbes et celle du Sud via l'Afrique de l'Ouest, tous deux idéalement placés par rapport à l'Amérique du Sud. Au nord, elle passe par le Venezuela, qui est la plus grosse porte de sortie au nord. Alors ça tombe bien, le Venezuela, ils ont une frontière, il y a une frontière commune avec la Colombie. Hein. Et ce qui en plus aide, c'est qu'en Colombie, les champs de coca sont principalement au sud, on va voir, du pays, et au nord, du côté de la frontière vénézuélienne. Bon, ça transite par le Venezuela. Du Venezuela, ça va gagner généralement l'arc antillais. La drogue va partir des côtes vénézuéliennes, notamment d'une île qui s'appelle Isla Margarita, qui depuis très très longtemps qui est un peu au large du Venezuela, qui est un peu le paradis des navigateurs et des voiliers. Bon voilà, donc il y a une multitude d'embarcations impossibles et difficiles à contrôler, des marinas, etc. Donc traditionnellement ça partait de là, et puis des plages aussi, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs dans ce coin-là. Cette drogue, elle arrive sur ces côtes vénézuéliennes ou sur ces îles, elle part dans l'arc antillais, principalement plusieurs îles, Sainte-Lucie, la Dominique, la Repdom, la République dominicaine, voilà, qui vont être des lieux pas mal de stockage, de transit. Et après cette drogue, alors par exemple pour ce qui nous concerne, nous on va parler principalement de la France, hein, elle va transiter par les Antilles françaises. Les Antilles françaises aujourd'hui, on estime que 55% des saisies de cocaïne en métropole sont passées par les Antilles françaises, donc Guadeloupe et Martinique. Une fois la coque arrivée en territoire français, elle peut repartir discrètement vers l'Hexagone, dissimulée dans des bateaux. Donc ça tombe bien, puisqu'en Guadeloupe, il y a deux ports, hein, celui de Fort-de-France et puis il y a un site, le site de Jarry en Guadeloupe, qui a des capacités de 250 000 containers par an, et qui, heureusement pour les trafiquants, en 2025-2026, enfin 2026 plutôt, va être doublée cette capacité pour monter à 450 000 containers par an. Donc on voit bien qu'il y a un flux commercial intéressant là pour les trafiquants. Mais la cocaïne peut aussi prendre l'avion. C'est là qu'entrent en jeu les mules. Des personnes vulnérables payaient quelques centaines ou milliers d'euros pour transporter la marchandise dans leurs valises ou en avalant des capsules, parfois jusqu'à plusieurs kilos, au péril de leur vie. Historiquement, les mules partaient massivement de Cayenne, en Guyane. Les vols Air France quotidiens entre Cayenne et Paris étaient particulièrement ciblés. Sur un avion de 200 passagers, on pouvait compter jusqu'à 30% de mules. Les trafiquants jouaient sur la quantité pour tenter de déjouer les contrôles à l'arrivée. En réponse, un contrôle anti-stupéfiant systématique de tous les passagers à destination de l'Hexagone a donc été mis en place. Depuis, et pour la première fois, on compte plus de passeurs guadeloupéens et martiniquais que de guyanais. Les réseaux se sont tout simplement adaptés. Au sud, la coque transite par le Brésil. Pour aller jusqu'au Brésil, depuis la Colombie, la Bolivie et le Pérou, on emprunte notamment les fleuves, les canaux, avec des péniches, notamment entre le Paraguay et le Brésil, etc. Voilà, c'est toutes ces petites voies. Bon, il y a la route, etc., mais il y a aussi plein de petites voies fluviales comme ça, à travers l'Amérique du Sud pour atteindre les côtes. Et puis vous avez un des ports principaux du trafic, c'est le port de Santos au Brésil, qui est le port en fait attenant à Sao Paulo, juste en dessous de Rio. Et là, qui est un port énorme, qui est le plus gros port d'Amérique du Sud. Et là, évidemment, vous avez un gros départ aussi de containers. Alors, ils vont directement en Europe, ces containers, mais ils vont aussi en Afrique, qui est une zone rebond depuis des années. Et on va retrouver donc dans le golfe de Guinée, dans tous ces pays-là, des arrivées massives de cocaïne qui sont après atomisées. Les chargements sont atomisés pour remonter en Europe via des mules, via d'autres containers, enfin voilà, vous pouvez trouver à peu près tous les vecteurs. En effet, sur la façade atlantique du continent africain, on vit en moyenne avec 1 ou 2 $ par jour. Une pauvreté extrême à laquelle s'ajoute la grande fragilité et l'instabilité des régimes en place. Un terreau idéal pour les narcotrafiquants qui ont fait de cette région un nouveau hub de la cocaïne mondiale. En Guinée-Bissau, l'archipel des Bijagos est devenu une escale stratégique. Des jets chargés de cocaïne venus du Brésil y atterrissent sur des pistes clandestines. Comme pour la route des Caraïbes, à chaque rebond, le produit est stocké, fractionné et redistribué. Une partie alimente le marché local, mais l'essentiel repart vers l'Europe par des procédés sans cesse réinventés. Et à ce moment précis, tout s'accélère. Pendant très longtemps, l'entrée de la cocaïne en Europe s'est concentrée sur 2 points névralgiques, 2 ports gigantesques, Anvers et Rotterdam. De là, elle était dispatchée dans tout le continent. Mais comme à chaque fois, les autorités ont tenté de reprendre le contrôle.
La surveillance s'est durcie, les contrôles ont été fortement renforcés et les saisies se sont multipliées. À Anvers, en 2022, les douanes ont par exemple intercepté plus de 23 tonnes de cocaïne en une seule opération, une cargaison d'une valeur marchande dépassant le 1 milliard d'euros. Mais les trafiquants n'avaient pas dit leur dernier mot. On a mis un peu le paquet quand même, heureusement, les autorités hollandaises, belges ont commencé à multiplier les contrôles, renforcer les contrôles sur ces immenses ports qui font des kilomètres. Il faut imaginer le port d'Anvers, c'est un truc qui s'étale sur des kilomètres et des kilomètres de quais. Et donc les trafiquants, ils se sont déroutés. Ils se sont dit, puisqu'on tape sur Anvers et Rotterdam, on va aller voir ailleurs. Donc on va aller voir notamment dans les ports français qui étaient moins ciblés traditionnellement. Donc on a vu d'un seul coup explosion du trafic dans le port du Havre. Et puis au port du Havre, on a commencé évidemment à renforcer aussi le contrôle. Donc ils sont pas débiles les trafiquants. Maintenant ils ont reporté ça sur des ports dits secondaires. Ça va être Dunkerque, Saint-Nazaire, Brest, etc. Donc on voit bien que c'est tournant. Voilà, quand vous mettez le paquet sur un port, les types ils vont aller à Hambourg. Et puis quand Hambourg va être ciblé parce qu'il y aura trop de saisies, on va retourner à Santander, on va aller à Barcelone. Donc en fait, là, par exemple, la grande tendance en ce moment, on s'aperçoit que les types visent les ports d'Europe du Nord, de Scandinavie, parce que c'était moins ciblé, évidemment. C'est un jeu de chat et de la souris permanent. Une fois la coque hackée, les dockers corrompus ou sous la menace jouent un rôle clé. Pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, l'équivalent de plusieurs années de salaire, certains participent au trafic. Celui qui est le plus recherché, c'est ce qu'on va appeler le grutier. C'est pas le nom technique, mais on va appeler ça le grutier. C'est celui qui va déplacer. Quand le bateau arrive avec ses centaines, ses milliers de containers dessus, évidemment, il faut savoir où est le bon container, celui des trafiquants. On lui dit c'est le 7B24Z machin, lui sait où il est positionné sur le bateau, avec sa grue, il va aller la chercher. Tout le jeu va être par exemple de le déposer sur le quai pour que les dockers, ses complices, l'ouvrent et sortent la drogue en douce, mais par exemple, vous avez des caméras de surveillance sur le quai. Donc il va se mettre dans un angle mort, et après, le container, là, il est vidé et il est sorti par les dockers en douce. Voilà comment ça se passe. Donc vous allez gagner 50 000 euros, 60 000 euros par déchargement, 100 000 euros, ça dépend de la position que vous avez. Si vous êtes conducteur de cavalier, c'est ça qu'on appelle ça, cette espèce de petite grue mobile qui permet de récupérer ou de déplacer les containers, etc. Hormis les lieux, les méthodes se sont aussi diversifiées. Les narcos ne misent pas uniquement sur les cargos. Ils innovent et optent aussi pour des embarcations plus petites, plus discrètes. Des bateaux de pêche, de plaisance, des voiliers, certains vont même jusqu'à construire leur propre submersible. Ce sous-marin artisanal colombien a par exemple été intercepté en 2019 au large de l'Espagne avec plusieurs tonnes de cocaïne à bord. Et lorsque les cargaisons ne sont pas débarquées dans un port, elles sont parfois jetées à la mer. La technique du drop-off consiste à larguer les ballots de cocaïne au large des côtes, équipés de balises GPS. Des pêcheurs viennent ensuite les récupérer discrètement et les ramènent dans des petits ports de pêche, beaucoup moins surveillés que les grands ports commerciaux. Certaines cargaisons s'échouent d'ailleurs parfois sur nos plages, emportées par la houle. Mais une fois arrivée dans l'Hexagone, la cocaïne n'a pas fini son voyage. Elle passe immédiatement entre les mains de réseaux puissants qui contrôlent sa distribution. Au sommet, la 'ndrangheta italienne, souvent décrite comme la mafia la plus influente du monde, joue le rôle de grossiste. Mais elle n'est pas seule. Mocro-mafia néerlandaise, réseau albanais, tous veulent leur part du gâteau. Une fois que la marchandise, le produit a atteint l'Union européenne, est sorti du port, on va dire, alors soit cette marchandise-là, elle appartient qu'à une seule équipe, soit elle est dévolue à plusieurs équipes qui vont, je sais pas, si je fais rentrer 2 tonnes, il y en a qui vont prendre 100 kilos, ça 100 kilos. Donc après, vous avez exactement les mêmes strates que dans le commerce. Il y a le grossiste, l'importateur grossiste, le type qui a les 2 tonnes. Après, vous avez les semi-grossistes. C'est des gens qui vont venir, qui vont acheter 200 kilos, qui vont acheter 100 kilos, qui vont acheter 300 kilos, voilà. Et puis eux-mêmes, en dessous, ils vont revendre ça jusqu'au détail. Une grande partie de ce trafic est d'ailleurs gérée depuis l'étranger. Les gros opérateurs évitent de se montrer en Europe et préfèrent des zones plus sûres, comme le Maghreb ou Dubaï. Là-bas, ils rencontrent des courtiers sud-américains avec lesquels ils négocient des cargaisons et concluent des affaires sans jamais toucher directement la marchandise. Et en bout de chaîne, les méthodes de distribution ont elles aussi radicalement changé. Les gros points de deal qui attiraient la police et les nuisances de quartier sont sur le déclin. À la place, une nouvelle logique domine, l'ubérisation du trafic. Les ventes passent aujourd'hui souvent par des messageries chiffrées, avec catalogue en ligne, paiement en crypto et livraison à domicile. Un système plus discret et plus difficile à infiltrer pour les enquêteurs. On recrute des petites mains très jeunes, guetteurs, livreurs, parfois même tueurs à gages. Matricés par une narcoculture qui glorifie argent, violence et pouvoir, certains adolescents risquent leur vie pour une paix dérisoire, pendant que les véritables stratèges restent dans l'ombre. Aujourd'hui, on estime que 5,2 millions d'Européens ont déjà consommé de la cocaïne, dont 1,1 million en France. C'est le pays le plus touché du continent. Mais le problème ne s'arrête pas aux consommateurs.
Quand la cocaïne se diffuse à grande échelle, c'est toute la société qui est impactée. Les sommes en jeu entraînent une déferlante de violence pour le trafic et les règlements de compte se multiplient. C'est du commerce. Donc c'est matière à embrouille, le commerce. Le commerce, c'est toute une chaîne économique. Donc vous allez vous faire voler, vous allez avoir de la mauvaise marchandise, vous allez avoir une perte, vous allez avoir, etc., etc. Des dettes vis-à-vis de type parce que vous allez vous faire saisir votre marchandise qui n'avait pas été complètement payée. Donc les motifs d'embrouille, c'est exactement comme dans une activité économique commerciale classique, sont nombreux. À la différence que là, vous n'allez pas aller au tribunal de commerce. Dire j'ai un problème avec mon fournisseur, avec mon concurrent, avec je sais pas quoi, avec mon distributeur. Donc le principe du monde criminel, c'est qu'il se régule par la violence. Il y a les embrouilles commerciales, il y a les jalousies, les appétits aiguisés pour prendre le gâteau du copain, du concurrent, etc., etc. Donc, c'est le corollaire obligatoire de ce trafic de drogue, c'est une montée de la violence. Et en plus, plus le marché devient tendu, plus aussi les générateurs de violence. La coke, il y a beaucoup de produits disponibles. Voilà, donc ça veut dire, en revanche, les consommateurs en face, ils vont pas se multiplier aussi vite que les tonnes de poudre. Donc il va falloir aller, voilà, donc c'est matière de toute façon à embrouille. Et la situation est encore plus dramatique dans les départements et régions d'outre-mer, où la précarité et le chômage massif, en particulier chez les jeunes, poussent certains à tomber dans la criminalité. Alors que la France hexagonale compte en moyenne 1,3 homicides pour 100 000 habitants, les 3 départements les plus touchés sont la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, avec des taux 4 à 10 fois supérieurs. Un record européen. L'arrivée des armes explose aux Antilles parce il faut défendre son business. C'est le corollaire de ce truc-là. Quand vous maniez des millions et des millions d'euros, si moi j'ai rien, j'ai 3 copains déterminés avec des armes, je vais te tomber dessus. Si toi t'es le plus gros grossiste de Guadeloupe, pourquoi je vais, tu vois, t'es pas protégé par la police, hein, donc je peux prendre ton business assez facilement, il suffit que je te tue. Et on voit explosion des homicides, on voit explosion, comme les armes circulent, ça déborde aussi de ce milieu des stupéfiants. C'est-à-dire que par exemple aux Antilles, on voit une explosion des braquages, qu'on voyait plus. Mais parce que les mecs, ils trouvent des armes, donc ils vont aller braquer aussi, ceux qui ne sont pas dans le trafic de stupes. En revanche, il y a des armes qui circulent. Et avec le trafic vient aussi la corruption, qui déstabilise les pays. Les réseaux savent qu'un maillon acheté peut ouvrir une autoroute, en particulier dans les pays déjà touchés par la corruption. Longtemps, la Guinée-Bissau a été qualifiée de narco-État, tant l'influence des trafiquants y était visible. On disait même que le président et ses ministres s'étaient mis à l'espagnol pour être plus à l'aise avec les cartels. Et le plus incroyable, c'est peut-être en Sierra Leone, où l'un des plus grands trafiquants de drogue européens apparaissait régulièrement en compagnie de la fille du président, de quoi alimenter toutes les rumeurs sur la nature de leur relation. En Occident, les groupes criminels menacent certains États. Aux Pays-Bas, la Mokromafia est allée jusqu'à planifier l'assassinat d'un ministre de la Justice. Pour de nombreux experts, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle où le trafic pèse directement sur l'état de droit. Alors, que faire ? La France mène depuis quelques années une véritable guerre contre la drogue. Mais peut-on vraiment gagner cette guerre ? Beaucoup d'observateurs dénoncent une politique guidée uniquement par l'urgence du moment, sans stratégie à long terme. Un ministre veut des résultats rapides et visibles pour satisfaire ses électeurs, alors que le temps de la police et de la justice s'étale souvent sur plusieurs années. Le narcotrafic, si tu veux être efficace, c'est pas envoyer des CRS à Marseille dans une cité. Oui, ça va rassurer les habitants, ça peut rétablir l'ordre, mais on sait très bien que c'est éphémère. Ils vont pas rester à demeure pendant 20 ans, etc. Puis le trafic va se déplacer à côté, puis quand ils seront partis, ça reviendra. Donc ça ne sert vraisemblablement pas à grand-chose, sauf à rassurer les gens qui regardent le JT le soir en disant « Ah bah oui, regardez quand même, force doit rester à la loi, il y a des CRS, tout va bien. » Bon, pourquoi ? Parce que ça, c'est du temps politique. Il faut une réponse immédiate, flingage à Marseille, le JT... Je veux voir du bleu à la télé, on fait quelque chose. Dans la réalité, si tu veux éviter ces flingages, il faut démanteler des filières, des réseaux internationaux, ces cartels économiques. Et ça demande des gros moyens, ça demande du temps. C'est des enquêtes qui ne sont pas visibles par le grand public. Et pour cause, hein, parce que voilà, c'est du undercover, c'est de la vraie enquête de police judiciaire. Et donc ça ne matche pas avec le temps politique. Parce que c'est le successeur qui va en avoir les bénéfices. Hein. De la même manière, et en théorie, la prison devrait être un frein. En pratique, c'est souvent l'inverse. Elles servent davantage de lieu de rencontre et d'organisation que de dissuasion. Les réseaux y recrutent, s'y renforcent et s'y coordonnent même. On va prendre l'exemple de Vendin-le-Vieil, là, cette prison où il y a les narcotrafiquants, dans le Nord, où il y a les 100 premiers qui ont été mis par Darmanin. Ils sont 5 par cours. Donc ça veut dire quoi ? Tu veux faire un super cartel en mettant tous ces gens ensemble qui arrivent à communiquer ? Tu mets les 100 plus gros narcotrafiquants dans une prison qui arrivent à se parler par la fenêtre, ils ont des avocats communs, ils ont des promenades communes, ils ont... C'est là aussi, à mon goût, de la poudre aux yeux.
Alors c'est très bien de neutraliser des types, voilà, pour éviter qu'ils continuent de téléphoner, pour aller flinguer Pierre-Paul Jacques. Bon, enfin, ça serait illusoire de croire que tu vas régler le problème des stupes, de la violence, de la corruption, des milliards qui tombent. C'est du pipeau. Et c'est là tout le problème. Cette logique de court terme entretient une illusion, celle que le narcotrafic serait un phénomène récent, soudain. On a l'impression qu'ils découvrent ça, tous. C'est-à-dire que moi, ce qui me fascine dans cette histoire de narcotrafic, c'est qu'on l'a vu monter. C'est pas une génération spontanée, ça sort pas d'il y a 6 mois. Ça fait des dizaines d'années que ce truc monte en puissance. Les points de deal, ils existent depuis les années 80. On les a vus monter, on les a vus structurer, on les a vus s'organiser, on les a vus... Et puis là, d'un seul coup, on a l'impression que... le narcotrafic déferle. Oui, il a explosé, mais il est juste la dernière, le dernier avatar de ce qui existait déjà. Alors, peut-on vraiment arrêter ce tsunami blanc? Pour Jérôme et la plupart des experts, la réponse est claire. Non. Il n'existe aucun exemple historique d'un pays ayant éradiqué le trafic de stupéfiants. Sur le terrain, les services de stup ne cherchent pas réellement l'éradication totale, perçue comme impossible, mais plutôt à contenir le phénomène. Limiter la violence, les nuisances, diminuer l'argent non contrôlé et surtout identifier qui tient les rênes, producteurs, grossistes, revendeurs, financiers. Car le narcotrafic n'est pas une vague passagère, mais une véritable marée mondiale. Les routes, les techniques changent en permanence et les réseaux s'adaptent plus rapidement que les États. Face à ce tsunami blanc, la vraie question n'est peut-être pas comment l'éradiquer, mais comment survivre à son impact. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça permet de soutenir mon travail et celui de mon équipe. Un grand merci à Jérôme Pierrat d'avoir été notre tout premier invité. Je vous invite à jeter un œil à sa chaîne YouTube et quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines.